Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un cas clinique qui nous a posé un problème de diagnostic et de prise en charge. C'était un patient âgé de 42 ans qui a été opéré en 2008 pour une plastie mitrale avec fermeture du diverticule du VG. Et il a été réopéré en 2002 pour un double remplacement valvulaire mitro-aortique et annuloplastie de la tricuspide. Donc le patient a présenté 5 mois avant son hospitalisation une dyspnée aggravative avec une distension abdominale. Donc à l'admission, le patient avait une tension artérielle à 100 sur 60 mm de mercure, une acide de moyenne abondance, des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux, quelques crépitants aux bases, un clic audible des 2 prothèses et un souffle systolique 4/6 au foyer mitral avec un souffle systolique 3/6 au foyer tricuspidien. Donc son poids était à 65 kg et une taille à 1,72 m avec une température à 36 degrés. Donc devant ce tableau clinique, on a suspecté soit une dysfonction de prothèse, une dysfonction biventriculaire ou une insuffisance tricuspidienne. Donc on a réalisé pour le bilan paraclinique, donc l'ECG s'inscrivait en ACFA à 80 battements par minute. Le patient avait une anémie hypochrome microcytaire à 10. Son bilan d'hémostase était perturbé, donc le patient n'était pas bien anticoagulé avec un INR à 1,83, avec une insuffisance rénale et un DFG à 33 ml par minute. Le bilan hépatique était normal, le LDH était normal, donc c'était une anémie hypochrome microcytaire et non pas hémolytique. Le bilan infectieux était négatif, donc les blancs étaient à 5000, la CRP négative, la procalcitonie négative et les 3 hémocultures étaient négatives. Donc la radio de thorax a montré une cardiomégalie avec un rapport cardio-thoracique à 0,8. Donc, on a fait une écho transthoracique pour notre patient. Donc, sur cette coupe parasternale grand axe, on voit les 2 prothèses aortiques et mitrales en place avec des microbules. Donc, ce sont les images hyperdenses très mobiles qui peuvent être secondaires, soit une hémolyse, soit des turbulences secondaires à des fuites importantes. Donc, il y avait une hypocontractilité du VG qui était très dilatée à 74 sur 63 avec une fraction d'éjection en TM à 31%. Donc, sur cette coupe apicale 4 cavités centrée sur la prothèse mitrale qui est en place, donc, et sur cette coupe 2 cavités, zoomée toujours sur la prothèse mitrale, on voit que les 2 ailettes bougent bien, donc il n'y avait pas de blocage des ailettes, il n'y avait pas d'éléments surajoutés ni de thrombus. Au Doppler couleur, donc, on a mis en évidence 2 fuites qui ont l'air d'être importantes. Donc, sur cette coupe 2 cavités, on voit une fuite postérieure sévère avec un rayon de Pisa à 9, une sort à 50 mm carrés et un volume régurgitant à 57. Donc, on a fait un Doppler continu sur la prothèse mitrale. Donc, le flux antérograde sur la prothèse mitrale avait un PHT moyen à 98,8 millisecondes. Donc, il était normal, inférieur à 130 millisecondes, ce qui n'est pas en faveur d'une prothèse mitrale obstructive. Par contre, il est très court, donc ce qui est en faveur d'une fuite aortique mitrale importante. Toujours au Doppler continu, donc on a calculé la Vmax qui est élevée à 2,2 mètres par seconde et le gradient moyen moyenné à 10 mm mercure et le gradient max moyenné à 19 mm de mercure. Donc le gradient moyen était élevé à cause de l'hyperdébit causé par la fuite mitrale sévère. Donc sur cette coupe parasternale grand axe centrée sur la prothèse aortique et au Doppler couleur, on ne voit pas de fuite visible sur la prothèse aortique. Sur cette coupe parasternale petit axe centré sur la prothèse aortique, on voit une bonne cinétique de l'élément mobile de la valve aortique sans éléments surajoutés ni blocage. Donc, sur cette coupe apicale 4 cavités, on voit les 2 fuites intraprothétiques physiologiques de lavage. Donc, au Doppler continu, donc, le flux antérograde de la valve aortique était normal d'aspect triangulaire avec un pic
précoce et un temps d'accélération aortique moyenné à 73 millisecondes, inférieur à 80 millisecondes, donc qui n'est pas en faveur d'une prothèse aortique sténosante. Le gradient moyen aussi était aux alentours de 9 mm de mercure et la Vmax ne dépassait pas 2 mètres par seconde. L'ITV sous-aortique était à 10, donc le patient était en hypodébit avec une surface valvulaire aortique effective à 1,1 cm² et une surface valvulaire effective mitrale à 1,3 cm². Donc sur ces coupes, on voit la contractilité du VG, donc c'était une dysfonction systolique sévère avec un septum paradoxal. La fraction d'éjection était calculée en Simpson biplan à 25%, et même cette fraction d'éjection elle est surestimée par la fuite prothétique sévère. Pour l'anneau tricuspidien, il était fuyant avec une unité moyenne, un rayon de Pisa à 6 mm, une sore à 30 mm² et un volume régurgitant à 30. Le VD était dilaté avec un rapport VD sur VG à 0,8, une fonction systolique altérée avec une S' à 8 mètres par seconde et une veine cave dilatée à 37 mm non compliante. Donc, on a réalisé une ETO chez ce patient. Donc, sur cette coupe transœsophagienne moyenne à 52 degrés, on voit en 2D que les deux ailettes, elles bougent bien, donc il n'y a pas de blocage des ailettes, pas de thrombus, pas d'éléments surajoutés. Par contre, on note un défaut de continuité sur l'anneau mitral postérieur, d'où le départ d'une fuite mitrale paraprothétique postérieure qui est véloce. Donc toujours la fuite paraprothétique postérieure à 119 degrés. Et on note ici en 2D, sur la même coupe, la présence d'une image très mobile, fine, longue, de point de départ du point de la désinsertion de prothèse. Donc c'est une image qui mesure 2 mm sur 16 mm. Donc parmi les diagnostics à évoquer, on peut évoquer une végétation, même si l'aspect échographique n'est pas en faveur d'une végétation. Le patient était toujours apéritique durant cette hospitalisation et le bilan infectieux était négatif, les blancs négatifs, la CRP, la procalcitonine et les hémocultures étaient négatifs. On peut suspecter un strand, mais l'image elle est épaisse puisque le strand ne doit pas en général dépasser 1 mm d'épaisseur et 10 mm de longueur. Par contre, pour le fil, on peut même suspecter un fil, mais c'est trop long pour qu'elle soit un fil. Donc, au total, c'était un patient qui présentait une désinsertion de la prothèse mitrale avec une fuite paraprothétique postérieure sévère en dysfonction biventriculaire. C'est un patient tridux qui va être opéré pour la 3e fois et avec un risque chirurgical très élevé, avec un risque de mortalité à 31%. Donc pour sa prise en charge, et selon les recommandations de la prise en charge des valvulopathies européennes de 2012, donc la réintervention d'une fuite paraprothétique est recommandée classe 1C chez les patients qui ont une fuite paraprothétique secondaire en endocardite ou une fuite causant une hémolyse nécessitant des transfusions ou bien une fuite qui a causé des symptômes sévères malgré un traitement médical. Le traitement par fermeture percutanée peut être considéré chez les patients ayant un risque chirurgical élevé ou bien chez les patients chez qui la chirurgie est contre-indiquée. Mais normalement, la faisabilité est limitée puisque l'expérience est limitée. La même chose dans les recommandations américaines 2014 pour la prise en charge des valvulopathies. Donc, la chirurgie est recommandée classe 1C pour les patients ayant une prothèse mécanique avec une hémolyse non traitable ou une insuffisance cardiaque sévère secondaire à une régurgitation paraprothétique ou prothétique sévère. Pour le traitement percutané, donc, il est indiqué chez les patients ayant une prothèse avec une hémolyse non traitable ou une insuffisance cardiaque avec une dyspnée stade 3 à 4, chez qui le risque opératoire est élevé et chez qui l'anatomie est
elle est favorable, mais il faut un centre d'expertise. Donc pour notre patient, c'est un patient qui ne peut pas être opéré vu le risque chirurgical qui est élevé. Pour la fermeture percutanée, donc on n'a pas de centre d'expertise, en plus de l'image suspecte sur le point de départ de la fuite. Donc on a mis le patient sous un traitement symptomatique de somnolence cardiaque et on a adapté les doses du traitement anticoagulant. Je vous remercie. Très bien, merci. Il y a des questions dans la salle? Allez-y, professeur Ben Omar. Effectivement, c'est un cas très difficile et je plains l'équipe chirurgicale qui va le prendre en charge. Ceci étant, c'est manifestement une désinsertion prothétique post-endocarditique qui a dû être décapité probablement par une antibiothérapie. Je ne sais pas s'il a été, à un moment donné, s'il a fait un syndrome fébrile, s'il a eu des antibiotiques ou pas. Toujours est-il, c'est manifestement, c'est post-endocarditique. L'image que vous voyez, j'aurais aimé quand même savoir avoir une idée sur le compte-rendu opératoire. En particulier si cette valve a été mise en place par l'intermédiaire de fils montés sur du téflon. Et ça peut, c'est peut-être pas un fil ce que vous voyez, mais c'est peut-être justement une bandelette de téflon qui a dû lâcher et que vous voyez justement pivoter à l'intérieur de... Donc ça serait intéressant de savoir, de connaître le compte-rendu opératoire et également de savoir quelle était la fragilité de l'anneau mitral au moment de la mise en place de... Est-ce que c'était un anneau fragile? Et ça peut expliquer le lâchage de suture par la suite. Donc ce sont des éléments anatomiques qui sont très importants à connaître. Malheureusement, on n'avait pas un compte rendu détaillé de la chirurgie. Et pour le problème d'endocardite infectieuse, selon le patient, il n'a jamais présenté un épisode de fièvre. Et depuis son admission, donc il était apérétique et tout le bilan était infectieux. Le patient n'a jamais été symptomatique, n'a jamais été hospitalisé. Donc l'histoire de la maladie remonte à 5 mois avant son hospitalisation. Mais en tout cas, c'est un patient qu'il faut reprendre, ça c'est à coup sûr. Parce que le lâchage de suture va s'amplifier et à ce moment-là, il va se retrouver avec une valve, s'il arrive à ce stade-là, qui ballotte à l'intérieur du ventricule gauche. Donc il faut absolument le reprendre. Mais c'est un patient tridux, donc les chirurgiens n'ont... Mais vous savez, on opère même des quadrux et des quintux. Moi, je reviens à votre cas clinique. Vous avez parlé il a été opéré en 2008, plastie. Je ne sais pas sur quels arguments, parce qu'apparemment ça n'a pas marché. Vous allez le reprendre une année après pour lui faire 2 prothèses. Avec un diverticule au niveau du ventricule gauche, qu'est-ce qu'il vient faire ce diverticule? Est-ce que les lésions étaient rhumatismales ou c'était des lésions qui étaient congénitales? C'était des fuites rhumatismales. Rhumatismales. Et ce diverticule, qu'est-ce qu'il vient faire? Vous avez une étude de pièce anatomique d'un apathe? Non, on n'a pas d'étude anatomique. Il a fait une cour même avant la chirurgie qui était normale. Plastie, je ne sais pas pourquoi il a eu ça, c'était quand même à cœur ouvert. On a proposé une plastie, il se retrouve un an après avec un redux avec 2 prothèses, et en plus il fait des insertions. Moi je crois que c'est probablement un fil ou un morceau de téflon parce qu'on voit la cinétique. Les endocardites infectieuses, c'est une cinétique qui est complètement anarchique, oui, avec du grumeau. Là, vous avez une structure homogène et qui suit la cinétique de la prothèse. Donc, probablement, c'est un morceau de téflon, comme l'a dit Seblan Omar, ou un fil qui a lâché. Et on le voit très bien, on le suit. Et quand vous avez une désinsertion, sachez que ça va évoluer vers la dysfonction ventriculaire. Il a déjà il a un VG qui ne bouge pratiquement plus, et en plus un impact hématologique avec une anémie probablement par hémolyse. Donc l'indication, ce n'est pas pour demain, il faut la faire le plus vite possible. Malheureusement, dans cette situation particulière, parce que c'est très difficile au prendre chirurgicalement, c'est là où il y a toute l'indication des prothèses endocavitaires, les clips nitraux, ça marche très bien, mais il faut que ça soit fait par des équipes qui sont entraînées. Mais il faut y aller, hein. Il n'y a pas d'autre solution pour lui. Probablement pas chirurgical vu la situation hémodynamique dans laquelle il se trouve. Mais un clip nitro, maintenant ça se fait très bien.
quitte à ce que quelqu'un vienne lui faire sur place ou l'envoyer par n'importe quel moyen, mais l'évolution spontanée comme ça va être catastrophique. Oui. Merci. Il y a encore une question dans la salle? Il se fait tard. Alors, il faudrait remercier toute l'assistance pour leur présence et leur participation. Tous les collègues qui ont présenté des communications, des cas cliniques qui étaient très, très, très beaux. Alors, merci beaucoup pour une bonne fin de soirée et rendez-vous à demain. Au revoir.